Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de la InVivox Academy. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir le professeur Éric Vibert, qui est professeur de chirurgie digestive au centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul Brousse à Paris, qui nous parlera aujourd'hui du futur du bloc opératoire, mais aussi du devoir et du droit, enfin du devoir, plutôt du droit à l'erreur, mais également du devoir de la transparence auprès du coup des chirurgiens, mais aussi de tous les professionnels de santé. Je vais laisser 2-3 minutes le temps que tout le monde arrive tranquillement. En attendant, je vais juste vous partager une petite présentation pour nous expliquer qui on est, pourquoi InVivox présente ces talks. Je vais partager mon écran. Alors, qui sommes-nous? Alors, tout d'abord, InVivox, on est une plateforme qui centralise des contenus de formation, que ce soit on-site ou online ou on demand, et nous le rendons visible auprès des professionnels de santé. Et nous permettons également à ces pourvoyeurs de formation de traquer la donnée et de savoir comment se passe un peu leur audience. Depuis janvier 2021, on a formé plus de 10 000 professionnels de santé. On a plus de 2000 formations listées sur notre plateforme, donc invivox.com. Et on a un peu plus de 150 fabricants de dispositifs médicaux, mais également de laboratoires pharmaceutiques qui proposent du contenu de formation sur InVivox. Et tous les jeudis midi, avec la InVivox Academy, nous proposons des talks à destination de tous les professionnels de santé ou tout pourvoyeur de formation. Et nous discutons des sujets d'actualité autour de la santé. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, nous avons également le plaisir d'accueillir Monsieur Bubien, qui est le directeur général du CHU de Bordeaux, qui nous parlera un peu de son retour d'expérience après un an de pandémie. Et maintenant que tout le monde, je pense, a eu le temps d'arriver, je vais laisser du coup la parole au professeur Éric Vibert. Ok, merci beaucoup pour cette invitation. Je vais commencer par partager mon écran. Voilà, j'espère que ça marche. Donc, je suis le professeur Vibert. Je travaille en effet au centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul Brousse depuis 17 ans. Je ne connais que les maladies et la chirurgie du foie dans le domaine médical. Je ne connais que ça, mais ça, je connais très très bien. J'ai 200 papiers au Medline et j'ai atteint un certain niveau en chirurgie du foie. Je me permets cette introduction parce que je soutiens le fait que même quand on est un très bon chirurgien, il ne faut pas avoir peur de parler de ses erreurs. Raison pour laquelle j'ai publié ce livre récemment qui s'appelle Droit à l'erreur, devoir de transparence, qui pour moi est une révolution médicale nécessaire. C'est un livre dans lequel j'ai fait un constat à partir d'expériences personnelles. J'ai essayé de poser les questions pour savoir, pour comprendre pourquoi des erreurs peuvent arriver au bloc opératoire et surtout essayer d'apporter des solutions qui soient à la fois humaines et technologiques, en particulier avec la création de la chaire BOPA, dont je vous parlais un tout petit peu à la fin de cette réunion. Alors, comment a commencé cette histoire et comment a commencé ma réflexion sur la problématique de l'erreur en chirurgie? C'est l'histoire d'une patiente jeune, 25 ans, chez qui j'ai fait, il y a à peu près une dizaine d'années maintenant, une opération du foie pour une tumeur bénigne, à l'occasion de laquelle je m'étais posé beaucoup de questions, je l'opère pas, parce que c'était une tumeur bénigne et que finalement, la chirurgie est une chirurgie prophylactique pour éviter potentiellement une hémorragie. Et j'ai fait cette opération sans difficulté particulière. En tout cas, j'avais l'impression que c'était le cas. Et j'étais tellement content de cette opération que je vais filmer cette opération dans un but didactique. Et en fait, le lendemain de cette opération, la patiente a présenté ce qu'on appelle une fuite biliaire. Donc, elle avait un écoulement de bile à travers la cicatrice pour laquelle je n'avais absolument pas d'explication. Et c'est en revoyant la vidéo que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, vous voyez, ce petit morceau ici de tissu qui m'avait servi à exposer le pédicule du segment 8, c'était coincé dans la graffeuse et avait donc été responsable de cette petite fuite biliaire, qui heureusement est rentrée dans l'ordre, mais qui a quand même été responsable d'une réintervention. Et c'est là où je me suis dit, finalement, il est absolument nécessaire
de filmer toutes les opérations de manière à pouvoir regarder avec beaucoup, beaucoup de transparence ce qui se passe et pouvoir progresser en apprenant de nos erreurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une erreur? Une erreur, dans la définition du JAMA, qui est un grand journal, c'est un acte involontaire ou volontaire, souvent quand même involontaire, qui n'a pas permis d'améliorer la qualité ou la quantité de vie d'un patient. C'est les conséquences d'une erreur d'exécution, de planification ou d'une déviation par rapport au processus de soins. C'est ça une erreur. Finalement, pour ne pas faire d'erreur, ce n'est pas compliqué, il ne faut rien faire. Si on ne fait rien, on ne fait pas d'erreur. Mais mon métier, c'est finalement avoir un problème, décider devant ce problème et agir. Donc, à partir du moment où vous décidez d'agir, vous prenez toujours le risque de faire une erreur et c'est intrinsèque à toute activité humaine finalement. Mais l'erreur, c'est aussi une manière de découvrir. C'est une opportunité pour découvrir par le hasard. Et d'ailleurs, étymologiquement, le mot erreur, ça vient de course à l'aventure, du verbe errare, qui signifie errer, et c'est en errant souvent qu'on découvre des choses. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est être capable de découvrir par le hasard en ayant un œil d'expert. Et je reprends toujours l'exemple des sœurs Tatin, qui, à mon avis, étaient des expertes en pâtisserie, qui ont fait tomber une tarte aux pommes pour faire la tarte tatin. Moi, si vous me donnez une tarte aux pommes et que je la fais tomber par terre, je ne fais que la ramasser et la mettre à la poubelle. Donc, faut être un expert en pâtisserie pour inviter la tarte tatin quand ils font des erreurs. C'est la même chose. Il faut être un expert en chirurgie lorsque vous voulez tirer profit des erreurs. Parce que qu'est-ce que c'est que notre métier? Notre métier ressemble au sport de glisse. C'est un métier dans lequel il se passe des moments très intenses, dans lequel on est très concentré, avec indiscutablement un petit frisson lorsqu'on fait des choses compliquées. Et c'est une situation où on va affronter les obstacles, comme on va aller affronter cette grosse vague, mais quand elle devient trop grosse, eh bien, on va contourner la vague pour ne pas se faire écraser par la masse d'eau qui est derrière. La chirurgie, c'est pareil. Il faut avoir le courage d'affronter les obstacles, d'opérer les malades, d'affronter des difficultés et avoir l'audace et la lucidité de s'arrêter lorsque les choses deviennent un petit peu trop compliquées. Donc, c'est vraiment l'association de ces deux éléments, de l'audace et de la lucidité. Et d'ailleurs, c'est aussi l'audace de savoir, la lucidité de savoir s'arrêter, c'est aussi des situations pour découvrir des choses. Et ça, c'est typiquement un chirurgien qui était parti pour faire une opération très compliquée, qui s'est arrêté au cours de l'opération en coupant uniquement le foie et en liant un vaisseau, et qui a finalement découvert un nouveau type de stratégie chirurgicale qui consiste à faire des hépatectomies en 2 temps, où vous allez dans un premier temps couper le foie en 2 et 8 jours plus tard aller enlever cette partie du foie. Une fois que cette partie du foie-là a grossi, ça c'est précisément quelque chose qui a été découvert à l'occasion d'une erreur. C'est là aussi la dernière grande découverte en chirurgie du foie a été faite après une erreur faite par un expert. Alors, on a souvent des gens qui nous comparent à des pilotes d'avion. Je pense que c'est une erreur. Nous ne sommes pas des pilotes d'avion. Il y a indiscutablement un rapport au risque qui est différent pour la bonne et simple raison que le chirurgien ne meurt pas avec le malade. Et on peut imaginer quand même que le fait de mourir avec l'avion, ça modifie un petit peu notre rapport au risque. Et je pense qu'un chirurgien qui va prendre des risques, souvent d'ailleurs pour son malade et pas à but personnel, le pilote d'avion, évidemment, il prend jamais qu'il peut mourir de cette prise de risque. Donc, il y a vraiment, à mon avis, de très grosses différences entre le chirurgien et le pilote de ligne. Il n'y a pas que celle-là, mais on n'a pas suffisamment de temps pour aller plus loin dans le débat. Alors, je pense qu'il y a un point très, très important. Et finalement, je pense que c'est le point le plus important de ce topo, c'est bien faire la différence entre l'erreur et la faute. La faute, c'est faire 2 fois la même erreur par la même personne ou quelqu'un de son entourage. La faute, c'est de ne pas dire à quelqu'un « fais attention, ça m'est déjà arrivé et si tu fais ça, ça va pas bien se passer ». Et en fait, le problème, c'est qu'il y a des situations où on ne comprend pas, des situations qui ne sont pas dites, des situations où on n'a pas vu, on n'a pas regardé ce qui s'était passé. Et je pense qu'il faut arrêter de se cacher à son petit doigt et appeler un chat un chat. On a tendance à transformer le mot « erreur péropératoire » en « aléa thérapeutique » et le mot « complication post-opératoire » en « événement indésirable ». Je pense qu'il faut parler non pas d'aléa thérapeutique responsable d'événements indésirables, mais d'erreurs, comprises ou pas d'ailleurs, qui sont responsables de complications post-opératoires. Donc, il y a indiscutablement une nécessité de transformer notre rapport à l'erreur, qui est parfois aussi un petit peu la conséquence d'un regard des autres, un regard de l'équipage, de la peur du procès, et il est absolument nécessaire de travailler là-dessus. Alors, pourquoi on fait des erreurs? Parce qu'on est dans un monde chirurgical de plus en plus complexe. Parce qu'aujourd'hui, il y a des alternatives thérapeutiques curatives à la chirurgie qui sont là, qui sont
présentent, qui rendent finalement le choix extrêmement difficile devant un malade. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je suis contre l'activité privée, parce que je pense que la médecine à l'acte fait que dans certains cas, on va avoir le cerveau qui va quand même prendre des décisions qui ne sont pas forcément centrées sur la santé. En tout cas, ça peut intervenir. Et moi, en tant qu'expert, je considère que dans une situation où il y a un vrai cas de conscience, je perds pas, eh bien les décisions doivent être purement, totalement médicales. Donc ça, c'est une dimension un peu politique, mais j'y tiens et je me suis beaucoup exprimé là-dessus. Donc, en termes de qualité de vie et de quantité de vie, là aussi, de plus en plus, il y a un vrai sujet. On opère des malades pour évidemment augmenter leur vie, mais aujourd'hui, il y a d'autres choses qui permettent d'augmenter la vie, et en particulier des traitements non chirurgicaux, de la radiothérapie, de la destruction locale, de la radioembolisation. Donc, on n'est plus maintenant en train de se battre pour de la quantité de vie, mais de la qualité de vie. Et de plus en plus, on a nécessité d'avoir des résultats finalement plus que uniquement des moyens. Vous savez qu'avant, on avait l'habitude de dire qu'on avait obligation de moyens, mais pas de résultats. C'est quand même de moins en moins vrai. Et on est quand même de plus en plus obligé d'avoir des résultats au moins identiques à des alternatives thérapeutiques. Alors, on fait des staffs, on fait des RCP, on fait des RMM, on fait d'une multitude de réunions pour éviter les erreurs. Et malheureusement, ça continue à exister. Évidemment, plus vous êtes dans un centre expert, moins il y a d'erreurs. Et c'est notre cas. Moi, je travaille dans un centre extrêmement reconnu, et finalement, la mortalité est très, très faible en post-opératoire parce qu'évidemment, on a beaucoup, beaucoup d'expérience. Mais là, je ne me bats pas uniquement pour mon centre, je me bats pour la totalité des centres de chirurgie, en particulier hospitaux universitaires, mais pas que. L'idée, c'est de bien comprendre que les erreurs continuent à exister, et ça, c'est un travail qui a été fait sur 3 hôpitaux avec 5300 patients opérés, 182 complications post-opératoires et un peu de patients même qui sont décédés. Eh bien, vous voyez que finalement, les déficiences humaines étaient en rapport avec les erreurs dans à peu près 50% des cas, avec en particulier des problématiques de reconnaissance anatomique où les gens se trompaient de plan, où les gens n'avaient pas une bonne vision d'anatomie du malade par rapport à ce qu'ils pensaient en préopératoire. Ça peut être des déficits d'attention, ça peut être des erreurs. Alors le problème, c'est que la réalité péropératoire est extrêmement difficile à évaluer parce qu'aujourd'hui, la réalité péropératoire, c'est uniquement le fait du compte-rendu opératoire. Un compte-rendu opératoire, c'est quoi? C'est la vision du réel par celui qui est en train de le vivre, et c'est évidemment beaucoup de biais cognitifs qui font que souvent, on n'a malheureusement pas suffisamment d'images et d'informations pour prendre des bonnes décisions lorsqu'il y a une complication. C'est précisément ce que je racontais au début de ce topo. Lorsque le patient que j'ai opéré la patiente que j'ai opérée avait une fistule biliaire post-opératoire, si je n'avais pas eu la vidéo péropératoire, je ne me serais pas rendu compte de ce qui s'était passé. Donc, il y a indiscutablement une nécessité de modifier notre manière de capter les informations péropératoires et d'intégrer tous les biais cognitifs qui peuvent exister lorsqu'on prend des décisions en pré ou en péropératoire. Je n'aurai pas le temps d'aller précisément dans ces différents biais, mais vous savez que les biais cognitifs, il y a une mauvaise interprétation de la réalité du fait des circonstances. Vous avez ce biais d'ancrage lorsqu'on définit on réfléchit dans un cadre qui est souvent dogmatique, le biais de confirmation, on ne va considérer que ce qui confirme notre opinion, le biais de halo, où le chef a toujours raison, l'effet Dunning-Krieger, ne pas être suffisamment instruit pour savoir qu'on ne le sait pas, c'est le coup du bon sens qui est aux commandes, qui fait souvent opératoire, vous avez ce qu'on appelle des enchaînements diaboliques, où c'est typiquement le même chirurgien qui répare ses erreurs, avec comme ça des erreurs qui se répètent parce qu'on est dans un problème de culpabilité où les gens n'ont pas la distance nécessaire pour réfléchir, des effets tunnels où en fait une trop grande foi dans sa stratégie adoptée fait qu'on oublie tout ce qui peut se passer autour, et on va être capable de refaire 10 fois la même anastomose artérielle sans avoir quelqu'un qui va vous dire dis donc Coco, il faut que tu changes de stratégie. Donc c'est ça, tous ces biais cognitifs qu'on connaît qu'il faut évoluer. Alors, quelles sont les solutions? Les solutions, elles sont doubles. Elles sont humaines et technologiques. La solution, c'est la résilience avec une nécessité de comprendre ce qui s'est passé. Et vous voyez que si regardez en 2021, c'est quelque chose qui est en train de se développer beaucoup dans mon métier. Et l'autre, évidemment, technologie, c'est au sens large l'intelligence artificielle, même si ça ne veut pas dire grand-chose, qui se développe en chirurgie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'ici, il y a un trou. Ça, c'est quoi? C'est le deep learning qui est en train d'arriver et qui refait augmenter la courbe avec en particulier toutes les analyses d'images. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai essayé de créer quelque chose qui est un lieu où on va inventer les solutions, et c'est la chaire BOPA, qui est donc cette chaire que j'ai mis en place à l'Université Paris-Saclay
l'IA, l'Institut Télécom et la PHP, ainsi que la chaire d'humanité santé de Cynthia Fleury. C'est la suite d'une aventure qui a commencé en 2016 à l'occasion de quelque chose qui était le week-end de l'innovation chirurgicale, qui est donc un think tank qui a permis justement d'avancer vers ce do tank qu'est la chaire BOPA. D'ailleurs, je remercie Invivox qui, depuis 2016, m'avait accompagné sur ce think tank. Et si on en est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à Invivox, qui a toujours été extrêmement active à mes côtés pour pouvoir faire avancer les choses. Aujourd'hui, on a à peu près 1 million d'euros en termes de mécénat pour développer des choses. Et je remercie Medtronic, Boston, Reliance, Richard Volk, Wikitungue, Kersyntax, Orange, Capgemini de m'avoir accompagné. L'objectif de cette chaire BOPA, c'est d'apporter un lieu d'innovation pour l'ensemble de l'assistance publique, avec un lieu dans lequel il y a 200 000 opérations par an qui sont réalisées. La PHP, c'est le plus grand hôpital d'Europe. L'idée, c'est de faire quelque chose qui est à proximité du bloc opératoire, avec la possibilité justement d'aller rapidement du bloc opératoire au lieu de développement. Je vous invite à regarder sur Internet ce que c'est que la chaire BOPA. Vous allez sur Internet, vous marquez chaire BOPA dans Google, vous allez trouver des petits films et un communiqué de presse qui résume assez bien les choses. Le fait est que l'objectif, c'est vraiment d'avoir un lieu qui est le bloc opératoire avec les gens du bloc, pas uniquement les chirurgiens, les anesthésistes, les IBOD et les IAD, qui vont aller poser des problématiques et on va avoir un laboratoire qui est le laboratoire de BOPA qui existe, qui est un lieu dans lequel il y a des mathématiciens, des ingénieurs, des sociologues, des anthropologues qui vont essayer de nous apporter des solutions. Donc voilà, c'est typiquement des choses qui se passent à BOPA. Ici, vous avez des anthropologues de l'Institut Télécom qui discutent avec un chirurgien qui explique ce que c'est que la cystoscopie. Ici, des mathématiciens qui développent avec nous des organes virtuels qui se déforment. Et ici, le fait de faire justement du recalage péropératoire avec ces organes en question. La stratégie globale de BOPA, c'est évidemment d'améliorer la qualité des soins, en abordant le problème sur deux axes, un problème humain et un problème technologique. Le problème humain, c'est d'améliorer et de comprendre notre rapport à l'erreur, d'apporter cette résilience nécessaire au fait de regarder les choses en face. Et le côté technologique, c'est comment on va pouvoir augmenter le bloc opératoire, comment on va apporter non pas de l'intelligence artificielle, mais de l'intelligence augmentée au bloc opératoire, augmentée par la vue, par la parole, par le toucher, par la lumière, où un ordinateur, c'est un copilote, une tour de contrôle, une boîte noire dans un bloc opératoire extrêmement connecté. Ça, c'est le cercle absolument vertueux qu'on peut mettre en place avec BOPA, avec une amélioration de la pratique du chirurgien, de la téléexpertise, des revues de morbimortalité augmentée, de la recherche inversée, de découvert par le hasard, définir des métriques pour définir et redéfinir la norme au bloc opératoire, des indices composites pour la qualité du bloc opératoire et les optimisations des positions. Ça, ce sont les différents partenaires de BOPA, avec des partenaires académiques et des partenaires qui sont les startups qui développent avec nous des choses et qu'on aide en leur apportant des moyens, de l'argent, des moyens humains, des moyens financiers, des data et un plateau technique. Donc, il y a différentes boîtes qu'on accélère dans BOPA. Voilà aujourd'hui les grands champs d'investigation de BOPA qui sont des choses qui sont déjà en prothèse. Donc, le bloc human factor autour de l'anthropologie du bloc opératoire, avec des choses autour de la communication médecin-malade, avec des choses autour de la virtuelle en préopératoire pour pouvoir modifier l'état de conscience des chirurgiens, des choses autour de l'Internet des objets, analyse du regard, chatbot préopératoire, jumeaux numériques préopératoire, utilisation de la lumière en chirurgie et toutes les données data autour du bloc opératoire. Et notre partenaire particulièrement actif dans ce domaine, c'est Kersyntax. Kersyntax, qu'est-ce que c'est? C'est un intégrateur de données qui permet de filmer la totalité de ce qui se passe au bloc opératoire, d'enregistrer la totalité des événements péropératoires et des événements hémodynamiques de manière à pouvoir justement recueillir avec le maximum de transparence ce qui se passe au bloc opératoire. Et donc voilà, ça c'est la boîte noire en question qu'on a développée et mis en place à la chaire BOPA, avec ici le bloc de démonstration de la chaire BOPA dans lequel on développe les choses, et ici le bloc de Palbrousse. Et à partir du mois de septembre prochain, on va enregistrer la totalité des événements dans le bloc numéro 3 avec des objectifs évidemment de mieux comprendre toutes nos activités qui ne sont pas que des erreurs et qui sont souvent de très très belles choses. Et nos actions pour le futur, c'est d'aller beaucoup plus loin à travers un gros consortium qui fait intervenir Capgemini, Medtronic, Reliance, Université Paris-Saclay, INRIA pour aller dans un lieu de développement d'un lieu pour la région Île-de-France autour de l'augmentation du bloc opératoire et de la captation des data. Je vous remercie.
Merci beaucoup, professeur Villers. C'était un talk vraiment très intéressant et moi qui viens pas du tout de ce domaine de la chirurgie, j'ai appris beaucoup de choses, donc merci. Maintenant, on va passer, si vous le voulez bien, aux questions et réponses, des participants. N'hésitez pas à poser toutes vos questions au professeur Villers dans la petite section, Q&R qui se trouve en bas de votre écran Zoom. Mais tout d'abord, une première question, professeur. Quelle est pour vous la principale innovation à venir du bloc opératoire? La principale innovation à venir du bloc opératoire, finalement, la véritable innovation de rupture, elle est humaine. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les chirurgiens et finalement les acteurs du bloc opératoire au sens large acceptent de se laisser augmenter. Ça veut dire qu'il faut accepter qu'un ordinateur vous donne des conseils, qu'on regarde ce que vous êtes en train de faire et qu'on vous aide. Donc, il y a un peu de transformation humaine. Et puis, l'autre véritable innovation, ça va être les jumeaux numériques, mais réellement utilisés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir préparer des opérations sur des organes 3D qui vont être reconstruits en préopératoire ou sur lesquels on va planifier des opérations comme un plan de vol préopératoire. Et en péropératoire, on va suivre ce plan de vol et en fonction des écarts en plan de vol, on sera aidé soit par un ordinateur, soit par un autre humain qui va venir vous aider à distance. Donc, il y a un vrai sujet autour de justement du plan de vol. Qu'est-ce que c'est que la norme en chirurgie? Et ça va nécessiter d'enregistrer beaucoup de data au bloc opératoire pour justement avoir ce qu'on appelle des benchmarks pour savoir un peu quelles sont la durée moyenne d'une opération, est-ce que c'est normal que ça saigne pas, enfin toutes ces choses-là. Et une fois qu'on aura bien défini la norme, eh bien, on pourra définir les sorties de la norme, si j'ose dire, où on a besoin d'aide. Donc, c'est jumeaux numériques, définir la norme et aide à la décision péropératoire, un petit peu par des machines et beaucoup par des humains. Ok, merci beaucoup. J'ai une question de Sabrina. Est-ce que les chirurgiens français sont prêts à adopter ces innovations? Écoutez, mon livre a été responsable de réactions diverses et variées. Beaucoup de très bonnes réactions chez les jeunes, avec une vraie volonté. Enfin, les gens sont contents, ils sont assez d'accord avec ce que je raconte. Chez les plus âgés, c'est un peu plus compliqué. Et voilà, donc est-ce qu'aujourd'hui, ils sont prêts à adopter ces innovations? La réponse est non. Mais demain probablement, et l'objectif c'est de leur démontrer que c'est utile. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas imposer les choses, il faut leur démontrer que c'est utile. Mais clairement, si les gens n'ont pas volonté de développer ça, eh bien ça ne marchera pas. Mais le point important, c'est que les assureurs, et en particulier les gens avec qui je travaille, et je pense à Reliance et Kersyntax, sont en train de modifier leur police d'assurance en fonction justement du fait que les praticiens s'équipent ou pas de ce genre de matériel. Donc ça va beaucoup changer. Ok, merci beaucoup. J'ai une question de Jean-Manuel qui dit: est-ce que cela ne risque pas de déresponsabiliser les acteurs, l'ordinateur devenant le petit doigt derrière lequel on se cache? Ça sera toujours, et ça c'est vrai pour n'importe quoi, les humains qui seront responsables. C'est des aides à la décision, mais ça ne décide pas pour vous. Et donc, justement, il faut comprendre ce que c'est qu'un ordinateur. L'ordinateur, c'est quelque chose qui vous donne des informations à partir d'algorithmes qui ont été réalisés à partir d'activités humaines et qu'un ordinateur peut se tromper et il faut être capable de sortir de la norme. Hein. Donc, l'ordinateur ne va pas décider pour vous. L'ordinateur, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous faire voir des choses que vous n'avez pas vues. Parce qu'il analyse des images, il est capable de vérifier que voilà, ça vous augmente, mais ça ne vous remplace pas. Vous voyez mieux, vous entendez mieux, mais vous n'êtes pas remplacé. Merci. J'ai une question encore de Camille. Quelles formations seront indispensables de mener pour les professionnels de santé dans cette vision d'avenir? Je pense qu'il y a des nouveaux métiers qui vont se développer au bloc opératoire et en particulier des ingénieurs de bloc opératoire. Je pense qu'il va y avoir nécessité de mettre de plus en plus de gens qui ne sont pas forcément des docteurs, mais des ingénieurs de bloc. Aujourd'hui, au bloc opératoire, on a des chirurgiens, des anesthésistes, des IBOD et des IAD, mais on n'a pas d'ingénieurs de bloc opératoire, ou du moins on n'en a pas assez, et on va avoir besoin d'inventer ce nouveau métier. Et la chaire BOPA, et j'invite les gens à prendre contact avec moi si ça les intéresse, c'est vraiment un lieu
où on accueille justement des gens qui sont dans des dynamiques qui viennent souvent des écoles de mathématiques et d'ingénieurs pour pouvoir inventer ces nouveaux métiers. Et on travaille en particulier avec des anthropologues et Cynthia Fleury pour justement définir quelle va être la place de ces nouveaux métiers au bloc opératoire. Merci beaucoup. J'ai une question de Guillaume. On a beaucoup de questions. J'ai une question de Guillaume. Comment intégrer ces enseignements dans les études de médecine? Ben, en fait, ces enseignements ils vont être intégrés dans les études de médecine à partir du moment où on a été capable de créer des jumeaux numériques qui seront utilisables aussi bien dans la planification que dans l'apprentissage plus initial. C'est-à-dire que, en fait, les choses dont je parle, qui sont ces jumeaux numériques qui vont permettre de faire des plans de vol, qui vont permettre de planifier les opérations pour savoir exactement ce qu'on va faire, ce qu'on va utiliser comme matériel, etc. Enfin, quel type d'anesthésie. Ben ça, c'est des super outils aussi d'apprentissage et d'apprentissage initiaux. Donc, ils vont se nourrir les uns les autres. Alors maintenant, comment les études de médecine doivent se modifier? Je pense que l'intelligence artificielle, le numérique au sens large, doit nous donner du temps de cerveau disponible pour être plus humain. En fait, je pense qu'aujourd'hui, la médecine est une science extraordinairement riche, beaucoup trop riche pour un cerveau humain. C'est pour ça que moi, j'ai fait le choix de l'hyperspécialisation et que je suis un hyperspécialiste du cancer primitif du foie, de la chirurgie hépatique et de la transplantation. Je ne connais que ça parce que je trouve ça trop compliqué de connaître tout en médecine aujourd'hui. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'on a besoin d'avoir des ordinateurs qui vont nous mâcher le travail, nous aider pour qu'on puisse se concentrer sur les cas particuliers lorsque on est devant un cas particulier. En fait, aujourd'hui, lorsqu'on voit un malade arriver dans un box de consultation, eh bien, malheureusement, souvent, on voit un dataset, on voit un set de données et on fait des statistiques dans notre tête que les ordinateurs font beaucoup, beaucoup mieux que nous. Voilà. Donc, il faut que les étudiants en médecine comprennent ça, et en particulier les doyens. Merci beaucoup. J'ai une question de Charles maintenant. Comment faire comprendre aux patients, justement, et aux assurances que l'erreur est humaine? Et enfin, comment éviter justement ce lynchage que l'on peut voir sur les réseaux sociaux suite à ces erreurs? Alors, les patients, en fait, ils sont intelligents. Il faut partir du principe que les gens comprennent et en fait, il faut utiliser des outils de communication médecin-malade. Moi, à titre personnel, j'ai développé des outils de communication médecin-malade. Si vous tapez ERCP-CHC ou application Foicellio dans Google, vous trouverez des applications de communication médecin-malade que j'ai développées justement pour informer mes malades. Alors, je vais vous dire un truc, je n'ai jamais eu un procès de ma vie, moi. Pourtant, j'ai opéré des dizaines de malades. J'ai fait des erreurs comme tout le monde et j'ai jamais eu un procès. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été dans une démarche où j'essayais d'apporter non pas de l'information, mais de la connaissance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je vous dis, vous avez un cholangiocarcinome intrahépatique du segment 8 et je vais vous faire une segmentectomie 8, ben vous n'avez rien compris, pourtant je vous ai apporté de l'information. Et la connaissance, ça va être de vous montrer sur une espèce de petit jeu vidéo où est la tumeur, comment je vais l'enlever, etc., etc. Et les gens comprennent parfaitement bien. Et donc, en fait, la vraie solution, et la vraie bonne solution, c'est de ne pas prendre les gens pour des cons, quoi. En fait, il faut simplement partir du principe qu'il faut modifier notre rapport paternaliste qu'il y a entre un docteur et un malade, et puis demander aux gens de prendre la responsabilité. Il y a des gens il y a des collègues qui disent oui, mais ton truc, ça angoisse les gens. Je m'en fous. Je veux dire, ça angoisse les gens, mais ça m'angoisse aussi, moi, de prendre des décisions. Donc, tout le monde doit prendre sa responsabilité. Moi, mon job, c'est leur faire comprendre la situation et comment il faut les opérer. Et eux, c'est de se battre avec moi et d'accepter qu'ils sont malades. Voilà. Après, s'ils n'acceptent pas, ils ne viennent pas pouvoir. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Je vais vous prendre une dernière question avant de clôturer ce talk. Une question de Sandra qui dit qu'attendez-vous des industriels pour vous accompagner dans la chirurgie augmentée, des technologies, de l'accompagnement à la gestion du changement, les deux ou autres? Alors, en fait, la chaire BOPA est une chaire d'innovation qui est financée par deux fondations, la Fondation Mines-Télécom et la Fondation APHP. Donc, si les industriels veulent nous aider dans ce processus d'innovation,
eh bien, il faut qu'ils viennent mécènes de la chaire BOPA en allant voir la Fondation APHP, par exemple, en apportant des moyens pour ce qu'on puisse développer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les mécènes, eh bien, ils apportent… Alors, il y a un ticket d'entrée qui est de 200 000 € pour 4 ans au minimum. Et à partir du moment où les mécènes sont dans la chaire BOPA, ils sont plus proches de nous et ils participent aussi à cette évolution. Ce n'est pas de la R&D, mais c'est quand même une réflexion commune. Donc, ils peuvent participer comme ça. Et d'ailleurs, ça marche assez bien puisque j'ai quand même beaucoup de gros acteurs de la MedTech qui sont avec nous, et en particulier Reliance qui nous accompagne. Et Reliance, c'est un assureur qui a donc compris qu'il ne fallait pas justement essayer de chercher la faute, mais surtout d'éviter la faute. Merci beaucoup, professeur Vibert. Merci pour votre temps de nous avoir consacré pour ce talk de l'Académie. Merci pour vos réponses. Merci également à tous les participants qui étaient là avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à voir nos prochains talks de la Invivox Academy sur notre site qui est dans Converser, je crois. Vous pouvez voir du coup les prochains talks. Et je rappelle que le prochain talk de la Invivox Academy, qui est jeudi prochain, est avec du coup Monsieur Yann Bubien, qui est le directeur du CHU de Bordeaux, qui va revenir vers nous sur son expérience après 1 an de pandémie. Voilà, merci à tous. Merci pour votre temps encore, monsieur professeur Vibert, pardon. À très bientôt et je vous souhaite à tous un très bon appétit. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Julie. Au revoir. Au revoir.